Mesdames et messieurs, bonsoir et spécial belle ligne au musée des civilisations noires. C'est pour penser les ateliers de la pensée avec 3 soldats de l'esprit qui sont en atelier. Et c'est un peu de déconstruire les murs qui nous divisent. L'un est cofondateur des ateliers de la pensée, Achille Mbembe. Bonsoir. Et merci d'être là pour cette émission spéciale consacrée à ces ateliers de la pensée également. Il est intervenant également parmi les panels. Il s'appelle David Diop. David Diop, bonsoir. Bonsoir, merci. Et l'autre, c'est peut-être le gardien du temple, invité 2 fois dans Belle Ligne. Il est habitué un peu de cette émission, professeur Souleymane Bassirou Diagne. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Nous allons commencer par vous. Le thème un peu de cette 4e édition des ateliers de la pensée, c'est la cosmologie des liens et les formes de vie. La cosmologie des liens, c'est parce que les liens sont en crise dans le monde. Je crois qu'on peut le dire en effet parce que notre monde a du mal à précisément faire monde. On le voit aujourd'hui, alors que nous avons tous les instruments techniques qui nous permettent d'être une seule et même humanité, alors que nous sommes confrontés à des défis qui nous commandent d'être une seule et même humanité. Le défi de la pandémie, on ne peut y répondre qu'en étant une seule et même humanité. Le défi de l'environnement également. Malgré tout cela, malgré toutes les raisons que nous avons d'être un seul peuple humain, nous voyons les ethnonationalismes se déchaîner, nous voyons que nous sommes déchirés par des tribalismes, nous voyons que nous sommes séparés par des frontières et même comme si cela ne suffisait pas, nous transformons ces frontières en murs. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle ces ateliers de la pensée que Achille Mbembe et Felwine Sarr ont imaginé est véritablement un espace absolument crucial et nécessaire parce que, on peut le dire, je crois, la finalité de ces ateliers, c'est précisément de faire tomber ces murs et de faire en sorte que les liens se tissent, que notre humanité devienne une réalité, notre humanité commune. Et c'est la raison d'être de ce thème, cosmologie du lien. Et est-ce que, David Diop, c'est difficile de faire tomber les murs qui sont cimentés, particulièrement par les politiques aujourd'hui? Les murs réels, en fait, je pense qu'on peut les faire tomber ou les surmonter par la pensée. Et les ateliers de la pensée, justement, sont là pour montrer que la pensée peut avoir une puissance de transformation, une façon, si vous voulez, de remettre en cause des préjugés qui sont enracinés. La pensée, la littérature également. Et donc, je suis aussi extrêmement heureux d'avoir été invité par Achille Mbembe et Felwine Sarr à parler de littérature et de liens, justement, parce que la littérature tisse des liens entre les humains, par-delà leur origine, par-delà leur culture. Il y a une sorte d'éternel humain que la littérature peut mettre en action. Et pourquoi, Achille Mbembe, il est si difficile de vivre ensemble? On parle de village planétaire avec la mondialisation, mais pourquoi il y a de ces murs-là qui se construisent et que les pensées essaient un peu de détruire? Je voudrais quand même signaler l'importance de l'un de ces murs qui a trait au système économique dans lequel nous vivons. Comme l'expliquaient les intervenants au dernier panel de la matinée, dont Felwine et d'autres, la sorte d'économie qui nous enserre, qui enserre nos vies et les technologies attenantes. Tout cela fait que, au fond, on entretient un rapport d'extraction avec non seulement l'ensemble du vivant, mais aussi le reste des humains. Et ces rapports d'extraction, d'exploitation, non seulement détruisent la planète, nos environnements et nos milieux de vie, mais ces rapports reposent également sur une compétition acharnée autour des ressources, de toutes sortes de ressources. Or, on sait qu'au cours du dernier demi-siècle, en particulier, les inégalités entre nous, entre les nations, au sein des nations, entre les régions, entre les classes sociales, ces inégalités se sont accélérées à un point tel que
elle constitue aujourd'hui un danger pour nos sociétés. Et donc cette redistribution inégale des moyens d'accès, disons des moyens d'existence, aggrave, à mon sens, les tensions, rend difficile la vie en commun, à quoi se greffent évidemment les idéologies de la haine, du racisme, du sexisme, et ainsi de suite. Et il y a ces idéologies de la haine, il y a également les bombes qui retentissent et qui torpillent un peu cette forme de vivre ensemble. On a la guerre en Ukraine, pour parler de l'actualité. En Europe, on a également le conflit casamançais au Sénégal, professeur Bassirou Diagne. Exactement, c'est vrai que nous tenons nos assises avec en arrière-fond, si vous voulez, le bruit des bombes. Le bruit des bombes, vous l'avez rappelé, les bombes qui sont proches de nous, puisqu'il s'agit de notre Casamance, qui est une région qui nous est chère à tous, et il s'agit également de l'Ukraine. Et ça n'était pas prévu, bien évidemment, au moment où Achille et Felwine, en concertation, ont décidé de centrer la réflexion de ces ateliers sur les cosmologies du lien, du lien que nous tissons entre nous autres humains, mais du lien aussi que nous tissons avec la nature, avec les autres êtres vivants. On n'avait pas prévu de tenir les assises à un moment comme celui-ci, où les liens sont non seulement défaits, mais ces liens sont totalement détruits par les bombes. Deux peuples frères qui parlent des langues identiques, qui s'entrecomprennent, parce que l'ukrainien et le russe sont des langues très proches, sont en train de se déchirer, et d'une manière qui fait que des réfugiés sont jetés sur les routes. Et précisément, ces réfugiés posent une question fondamentale du lien primordial, qui est le lien d'hospitalité. Il faut que les humains sachent accueillir d'autres humains, sachent qu'un humain qui est un réfugié ne perd jamais le droit d'avoir les droits, même s'il n'est plus sous la protection d'une nation. Et c'est comme si, au fond, ces événements malheureux et tragiques qui sont en train de se passer maintenant mettez au défi notre propre réflexion en nous disant, pendant que vous réfléchissez sur les liens, voici ce qui se passe dans le monde et voici quels liens sont détruits. Et je crois que d'une certaine façon, jusqu'ici, les sessions que nous avons tenues sont en train de porter la meilleure réponse qui soit, parce que les arguments qui sont présentés, que ces arguments viennent de la création littéraire, de la création artistique en général, ou de la réflexion philosophique, celle que nous avons tous les trois essayé d'articuler, toutes ces réflexions vont dans le sens précisément de ce qui fera de nous une humanité qui n'est plus fragmentée par des discours de haine, mais une humanité qui reconnaît la nécessité du lien et qui se sait constituée par le lien. Ce qui est premier, ce n'est pas les définitions que nous avons de nos identités et de nos obsessions identitaires. Ce qui est premier, c'est véritablement ce qui nous lie et c'est la condition humaine que nous partageons. Ce qui nous lie, David Diop, c'est l'hospitalité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, l'Europe est en apprentissage pour savoir que la migration, par exemple, n'a pas de couleur? Chaque peuple peut être victime. Oui, il y a eu, et je l'ai appris dans la presse comme tout le monde quand même, sur certaines frontières, discrimination à l'encontre des étudiants africains qui venaient... Il y a même des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, vraiment, donc là, si vous voulez, c'est une situation qui me paraît extrêmement scandaleuse et une situation qui, si vous voulez, ne doit pas non plus faire oublier le désarroi dans lequel se trouvent aussi les Ukrainiens qui s'échappent, mais qui laisse à penser qu'il y aurait une sorte de hiérarchisation du migrant ou des migrants. Et ça, c'est très choquant. C'est choquant, mais il faut en parler. Et justement, la presse et puis les journalistes qui ont permis finalement que cette information soit publiée, ça a entraîné des conséquences et ça a permis finalement d'attirer l'attention sur ces choses-là. Mais les migrants, quelle que soit leur couleur, ils sont tous dans la même situation limite, une situation d'urgence, une situation de crise. Ouais. Et peut-être que ces migrations européennes rappellent finalement le sort des migrants qui passent par exemple par la Méditerranée et les tragédies qu'ils vivent. Ouais. Et donc là, justement, je parlais d'éternel humain, et cette
ce frein qui a été mis temporairement au passage des étudiants africains, c'est un moyen aussi de dire attention, tous les migrants sont pareils. Tous les migrants sont pareils. Ils fuient une situation, ils quittent leur pays. Ils ne sont peut-être pas avec des histoires identiques, mais ils doivent être tous traités de la même façon. Et il y a un mot en Wolof qui est la teranga, c'est l'hospitalité, et c'est un mot d'une très grande sagesse. Parce que ça signifie en fait que c'est un mot qui part du principe qu'il y a des différences, mais que l'hospitalité finalement gomme ces différences, efface ces différences. Exactement. Et est-ce que Achille Mbembe, c'est en temps de crise que l'humanité un peu ressasse l'importance de rendre vivant cette cosmologie des liens, par exemple? C'est en temps de crise, mais comme le rappellent Bachir et David, même en temps de crise, la tentation est toujours là de marquer les différences. Oui. Ils évoquent à ce propos le sort réservé aux étudiants africains pris dans les raids de la guerre en Ukraine. Mais les moments de crise sont également des moments de pause, du moins il faut l'espérer. On l'a bien vu avec la pandémie, oui. La Covid, des moments où on se met de côté et on essaye de prendre la mesure de ce qui est véritablement en jeu. Et dans tous ces cas, on a bien vu que ce qui était véritablement en jeu, c'était le vivant. Que dans tous ces cas, ce qui était véritablement en jeu, c'était disons, la possibilité ou non que nous nous donnons de construire, de tisser des liens qui libèrent en lieu et place des liens qui enchaînent, de tisser des liens, disons, choisis en lieu et place des liens subis, oui. Comme l'était le colonialisme et d'autres formes de sujétion. Mais malheureusement, on s'en est également rendu compte à l'occasion de la pandémie. Une fois que les choses, disons, semblent s'éloigner, le risque c'est de retomber dans l'ornière de la répétition. L'habitude prend sa nature. Tout à fait. Et ça, c'est un peu désagréable. Peut-être on doit définir le mot lien. C'est extrêmement important, professeur Souleymane Bachir Diagne. Les liens ne sont pas tout simplement biologiques ni nationaux, ils seraient transversaux pour ne pas verser un peu dans le nationalisme aveugle quand on parle des liens. Absolument, les liens ne sont pas biologiques. Et d'ailleurs, si nous ne cherchons que des liens biologiques, nous nous enfermons dans les tribus. Oui. Il n'y a rien de plus naturel de ce point de vue-là qu'une tribu. C'est vrai qu'une tribu, c'est l'ensemble de ceux qui me ressemblent, qui ont la même couleur de peau, qui partagent ma langue, qui ont la même religion, etc. Alors que l'idée d'humanité peut nous sembler une idée abstraite. Mais justement, c'est cette idée d'humanité qui doit être le principe éthique qui nous régit. Quand nous disons que nous avons un devoir d'humanité, nous pensons à cette idée-là et si elle n'est pas donnée comme la tribu nous est donnée de manière tout à fait naturelle, il nous faut apprendre à la comprendre et à tisser les liens qui l'expriment. Et ce qui nous fait passer de nos conceptions étroitement tribales à la conception de l'humanité, c'est aussi bien la raison philosophique qui nous convainc que nous sommes une seule et même humanité, que nous participons tous de la même idée d'humain, et c'est aussi la religion. Ouais. La religion aussi nous enseigne qu'il y a une fraternité et une sororité humaine profonde qui lie les êtres. Et c'est de ce point de vue-là que des principes qui sont aussi des principes laïques, l'hospitalité, le droit d'asile, ce sont des principes laïques qui sont inscrits dans les droits humains, etc. Mais leur origine aussi est profondément religieuse. Quand nous disons dans nos langues wolof, pour parler de l'humanité, nous disons d'homme Adama, les enfants d'Adam.
Et traduire cela en un langage biologique précisément, parce que dire que nous sommes enfants d'un même père, c'est une manière métaphorique de rendre biologique ce qui est un principe d'abord éthique, qui est l'humanité. Et on parle un peu de l'éthique, on va penser à Kant. David Diop, qu'est-ce qui structure nos liens actuellement, l'indissociable sociabilité des hommes aujourd'hui? Alors il y a la langue. D'abord. Ce sont les langues qui nous unissent. Et c'est un mot qui plaît à Bachir. C'est lui qui m'inspire. Oui, ce qui fait le lien, c'est la langue. Alors, je parle de la langue en général, toutes les langues. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, enfin, j'y ai réfléchi un tout petit peu. Je pense qu'on peut, puisqu'on est en train de parler de cosmogonie, retrouver des cosmogonies très anciennes dans les langues, même quand elles sont parlées aujourd'hui, et qu'on a perdu la trace de leur étymologie, c'est-à-dire les racines des mots. Et les racines des mots peuvent nous renvoyer à des liens très forts que nous avons tissés avec la nature et qui sont un peu passés sous silence. Et c'est les mots qui tirent, en fait. C'est de ces mots-là qu'on utilise banalement et qu'on peut tirer, je crois, en fait, la conscience qu'il y a des liens profonds entre l'homme et la nature qui n'ont pas toujours été comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des liens d'exploitation. Il y a un proverbe wolof que j'adore, c'est Nit Garabu Nitla. Et quand on le traduit littéralement, ça signifie l'homme est le remède de l'homme, mais Garab, c'est l'arbre. Si on le traduit littéralement, ça donne l'homme est l'arbre de l'homme. Donc ça laisse imaginer qu'il y a comme une sorte de continuum entre les hommes et les plantes. Et ça, ce travail-là, c'est vraiment, je crois, un travail à faire. Essayer de trouver la racine des mots pour trouver le lien primitif entre l'homme et la nature. C'est important de penser à ce que nous lie, c'est également penser à notre environnement. David Diop vient de parler également des plantes, de l'arbre, de l'écologie, pour parler d'une manière générale. Et ça, c'est tellement évident dans pas seulement l'Afrique ancienne, dans toutes ses composantes géoculturelles, mais c'est aussi évident aujourd'hui. Je veux dire que, évidemment, il ne s'agit pas comme nous le demandait Bachir lors de sa leçon inaugurale. Il ne s'agit pas de poser d'un côté une Afrique traditionnelle qui aurait vécu complètement en harmonie avec la nature et de l'autre une modernité qui serait l'antithèse de cette première entité. Mais enfin, force est tout de même de reconnaître que nous avons dans nos cosmogonies des exemples qui montrent très bien comment nous avons su faire la part de chacun dans nos existences. Les ancêtres ont leur part, les esprits ont leur part. David mentionnait les plantes, les fleuves, les montagnes, les génies et toute la dramatique de la vie consiste dès lors à inclure chacun. La tragédie étant celle d'être exclu, consistant justement en l'exclusion. Et donc cette composition des mondes, cette manière de composer le monde et de négocier avec la multiplicité du monde, je crois que c'est quelque chose que nous avons apporté au monde et qui est un peu comme notre signature originelle. Et il serait vraiment important, face aux crises multiples auxquelles nous faisons face, il serait important de creuser dans ces mémoires anciennes, dans ces savoirs anciens, et de les réactualiser si nous voulons apporter quelque chose à la mesure des défis contemporains.
C'est important, professeur Souleymane Bachir Diagne, non seulement de rapatrier notre imaginaire, mais de le faire vivre pour bâtir un peu les murs du vivre ensemble, l'édifice du vivre ensemble. Absolument. Le geste de rapatrier est un geste nécessaire, c'est un geste qui répare, c'est un geste qui remet les choses à l'endroit puisque de la violence est exercée et c'est cette violence-là qui commande aujourd'hui de réparer autant que faire se peut en rapatriant. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut toujours comprendre que ce qu'on rapatrie, ce qui redevient patrimoine, ne vit que d'être partagé. Oui. Et la finalité de tout patrimoine, ce qui enrichit un patrimoine, c'est précisément qu'il soit redistribué, qu'il soit partagé. C'est la raison pour laquelle les deux gestes doivent aller ensemble. Le geste de rapatrier et le geste de partager. Composer ces deux gestes-là ensemble, c'est le défi qui est le nôtre aujourd'hui et c'est celui auquel il nous appartient de répondre. Partager, il y a la toile, il y a Internet. Peut-être aujourd'hui, on doit faire de ce thème-là un thème 2.0. Doit-on parler plus de cosmologie des liens virtuels? Parce qu'aujourd'hui, le monde est également est sur la toile, David Diop. La toile, c'est un mot qui peut renvoyer à une toile d'araignée. Oui. Ça peut être une prison, le monde virtuel. Les deux faces. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être un moyen, une ouverture sur le monde extraordinaire, oui. Et en même temps, ça peut être un enfermement. Et comme tout ce que produit l'humain, il faut, je crois, des règles qui permettent de gérer un peu ce qui peut être fait de bon ou de mauvais. Donc moi, je suis assez optimiste. J'espère que ces outils technologiques permettront justement de tisser des liens, et des liens profonds. Mais ce que je dis, c'est que, pour reprendre ce que disait le professeur, si on rapatrie des choses qui remontent et qui reviennent de loin, et qu'on doit les échanger, il n'y a pas meilleur endroit pour le faire que l'endroit où nous sommes. Le musée des civilisations. Le musée des civilisations noires. C'est là que se fait le lien vraiment physique et non pas virtuel, avec des objets qui ont disparu et qui sont revenus et qu'on peut interroger du regard. On peut interroger du regard sur un écran, mais il n'y a pas mieux que de toucher du regard. C'est important. Il y a le public qui attend le professeur Souleymane Bachir Diagne pour toucher du regard. Même son physique, mais également son esprit. Professeur, merci d'être là pour ces minutes que nous avons partagées avec vous. J'ai été heureux de partager ces minutes avec vous, avec mon jeune frère Achille et avec mon neveu David. Je suis fier de dire et de rappeler nos liens de parenté qui font que David est mon neveu. Les liens biologiques sont aussi importants. Achille Mbembe, on va continuer le débat avec vous. David Diop, on parlait tout à l'heure de la cosmologie des liens, les liens virtuels. Il y a le monde qui est là avec l'Internet. Comment s'adapter en tissant des liens sur Internet, par exemple, sur la toile? Eh bien, c'est facile. Il suffit d'ouvrir un compte Facebook, un compte sur LinkedIn et hop, on recrute tout de suite des amis qui applaudissent avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Ça, c'est la phase de création. Mais il y a la phase du vivre ensemble sur Internet, par exemple. Il y a également une phase du vivre ensemble sur Internet qui on dit vivre ensemble, mais aussi des conflits, des controverses, des gens qui sont bloqués. On transporte sur le net une partie de nos disputes dans le réel. Mais évidemment, ce qui se passe dans le net n'est pas nécessairement hors du réel. Le réel de nos jours, en fait, c'est tout ça en même temps. Et donc, comment organiser la transaction entre le virtuel et le non virtuel, je crois que c'est certainement un des grands défis phénoménologiques de notre temps. Je n'ai pas de solution à tout cela. Je voudrais quand même attirer aussi l'attention sur le fait que le net, il est à double face.
il peut être créateur de liens, mais il peut également être le lieu où les liens se dissolvent et sont remplacés par des passions, parfois incontrôlables. On s'attaque à la réputation des gens, on émet des jugements sans réflexion. C'est le lieu où la raison en tant que telle est au risque disons, d'être érodée de façon assez substantielle. Et donc il y a des dangers, mais comme disait David, tout dépend de l'équilibre que nous entretenons avec ce qui nous entoure ou les objets que nous avons inventés. C'est important parce qu'on parle du virtuel, parce qu'on est sur ce chapitre. Ce sont des canaux pour faire passer un peu la pensée unique. On a vu un peu des discours haineux qui prennent forme sur le net, des discours émis par des politiques à des finalités qu'on saurait. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, David Diop, dans ce monde en transmutation, que l'Internet est une menace pour le vivre ensemble, pour tisser un peu nos liens? Ah non, comme le disait Achille Mbembe, toute chose a une double face. Et on peut essayer de réguler, il faut trouver de nouveaux outils pour... C'est possible de réguler ce qui se passe? Je ne sais pas, peut-être que la technique elle-même a des moyens, ou trouvera des moyens techniques pour réguler. Ce qui m'effraie sur Internet, c'est que finalement, il n'y a pas de filtre. Il y a comme une sorte d'anonymat qui fait que vous avez des gens qui sont capables, comme tu le disais, d'insulter, de vitupérer, d'insulter l'intelligence, d'insulter des gens tout à fait honorables. Et ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est cet anonymat-là. Et la virtualité, le fait d'être dans un monde où on peut se cacher, déresponsabilise de sa parole. Quand vous êtes en face de moi et que vous me dites une chose, je peux vous répondre. Si vous me dites une chose à 3000 km et que vous êtes caché derrière votre anonymat, eh bien ça ne crée pas du lien, ça crée de la haine. Parce que la violence appelle la violence. Et après, il y a une surenchère. Ce qui me gêne aussi dans des échanges comme ça, lorsqu'ils sont utilisés comme vous l'avez dit, c'est que la pensée ne peut pas se donner sa pleine expression. Parce qu'on rentre dans la polémique. Quand vous avez des moyens de discussion qui vous bloquent à 144 caractères ou 140 caractères, vous ne pouvez pas aller au fond de la pensée. Et c'est exactement la démarche inverse que celle qu'ont prise Felwine Sarr et Achille Mbembe. C'est-à-dire penser et créer des ateliers où on pense et où on ne tombe pas dans le schématisme ou dans la schématisation. Et le lien vraiment, c'est vraiment de se rencontrer et de parler honnêtement, sincèrement et face à découvert. Comme nous le faisons d'ailleurs Exactement. actuellement sur ITV pour cette émission spéciale, tournée ici au Musée des Civilisations pour penser les ateliers de la pensée. On va parler un peu du réel, de l'immatériel, de nos histoires, nos coutumes, nos langues. Ce sont des matériaux qu'il faut activer dès maintenant pour réussir un peu cette cosmologie, cette cosmogonie des liens. Oui, parce qu'au fond, peut-être faut-il rappeler que l'humanité, elle est née ici. C'est chez nous qu'elle est née. L'humanité est née en Afrique. Cela nous place dans une position de responsabilité. Oui. Je veux dire que notre responsabilité, à partir de l'Afrique, c'est de faire en sorte que le futur de cette humanité soit, si vous voulez, permanent. C'est-à-dire que l'humanité n'arrive pas à sa fin, qu'il n'y ait pas, qu'un jour on n'en soit pas à en organiser les funérailles. Oui. C'est-à-dire il faut faire en sorte que nous assumions notre charge dans cette responsabilité générale qui consiste à maintenir la vie sur cette petite planète qui est la nôtre, qui est la seule d'ailleurs où la vie s'est manifestée. C'est ça notre responsabilité, à mon avis, en tant qu'Africains, mais aussi, bien sûr, en tant qu'humains. Alors, pour y arriver, nous avons, au long du temps, bien avant la colonisation, nous avons été des créateurs
de mythes, des créateurs de techniques, des créateurs d'art, des écrivains, dans la mesure où nous écrivions par nos chants, par nos gestes, par nos rituels, par nos sculptures. Et donc cette écriture, comment est-ce qu'on peut la conserver? Dans quel type d'archives? Et comment est-ce qu'on peut réanimer ces archives dans le contexte contemporain? Il reste, comme le suggérait David, énormément de choses à faire, énormément de significations à réinjecter dans le réel face à certaines technologies, certaines pratiques technologiques, je devrais dire, qui amenuisent les facultés critiques, qui diminuent notre capacité d'émerveillement et de reconnaissance de la beauté du monde. Et donc, je crois qu'on dispose de ces ressources, il faut les conserver, il faut les rapatrier là où cela est nécessaire, mais il faut surtout leur redonner vie pour qu'elles puissent signifier quelque chose pour nous ici et maintenant, mais aussi pour le monde en général. Voilà un peu comment, disons, je répondrai à cette injonction. Ces ressources, elles sont importantes, mais elles s'effritent avec le temps. Prenons des exemples. La famille, par exemple, la communauté, le vivre en famille, ce sont des valeurs qui s'effritent, qui s'effilochent aujourd'hui. Comment les sauvegarder tout en s'adaptant à ce monde moderne, qui est comme un escalator en fait, on n'a pas le choix. Je crois que c'est une question de volonté et d'éducation. On n'a peut-être pas assez dit que le lien, c'est aussi l'éducation, c'est l'instruction, la transmission. Et bon, alors vous allez dire que je prêche pour ma chapelle, mais la littérature peut être un moyen de transmettre ces liens, de raconter comment ils ont vécu, comment ils ont été transformés, comment ils sont susceptibles d'évoluer. Et donc voilà, je dirais que rien n'est irrémédiable en fait, qu'à partir du moment où il y a une relation humaine, rien ne se perd et tout peut se recréer. Et peut-être qu'on a le sentiment d'une dégradation, mais ça ne signifie pas que demain ou après-demain, il n'y ait pas une sorte de rebond qui soit lié au contexte dans lequel nous vivons et qui renforce des solidarités qui ont un peu disparu, on ne sait pas. L'espoir est là? Ah oui, sinon, si l'espoir n'était pas là, alors il faudrait fermer tout et puis jeter la clé par la fenêtre. Non, l'espoir est là, l'espérance aussi, qu'il faut cultiver. L'espoir n'est pas là de façon automatique. Il faut le cultiver. Il faut se persuader, si on ne l'était pas suffisamment d'ores et déjà, se persuader du fait que le futur de l'Afrique, oui, il est entre nos mains. Même chose pour le futur de l'humanité. Et quand je dis le futur de l'humanité, il s'agit de l'humanité en relation avec les autres espèces, avec les animaux, avec les plantes, avec l'ensemble de l'univers et l'ensemble du cosmos. L'ensemble du cosmos et de l'univers, parce que c'est seulement dans ce lien avec l'ensemble du cosmos et des forces qui nous dépassent que nous pouvons identifier de façon claire, disons, notre proposition, qui est au fond une position de fragilité et de vulnérabilité. Et au fond, c'est ce qui fait notre condition commune. Surtout en ce moment où la permanence de la vie, elle est remise en question par le biais de la crise écologique que nous vivons. Donc, besoin d'une nouvelle conscience, je dirais, planétaire, bien plus que universelle, planétaire, qui nous enjoint de nous remettre à la tâche, celle justement de cultiver, de nourrir les signes d'espoir dans le quotidien. Et quand on parle d'espoir, on pense à la jeunesse, elle doit se mettre en première ligne.
Oui, la jeunesse est de toute façon est toujours en première ligne. Elle est exposée, la jeunesse. Et donc voilà, évidemment, toutes les transformations, tout ce qui peut arriver d'inattendu, eh bien, on le doit évidemment à la jeunesse. Et il faut faire confiance à la jeunesse. Faire confiance à la jeunesse, c'est également lui donner le mécanisme de lui transmettre ce pouvoir du legs, de la transmission, afin que la jeunesse soit la gardienne ou bien les gardiennes du temple. On a deux catégories de nos gens auxquels il faut, comme dit David, faire confiance et dont il faut libérer les énergies. Parce qu'en ces deux catégories réside, je dirais, le secret de notre puissance potentielle. Il s'agit des jeunes qui forment de toute façon d'ores et déjà la majorité de nos gens. Dans des pays où, je le dis, la majorité de la population, c'est des jeunes, mais ceux qui gouvernent sont des vieux. Et donc, il faudrait... Il y a un fossé. Tout à fait, non, mais je suis sérieux, il faudrait réfléchir à la manière de redonner le pouvoir aux jeunes, de libérer le potentiel d'énergie et de créativité dont ils sont dépositaires. L'autre catégorie, ce sont les femmes. Oui. Les femmes sont le secret de la puissance. C'est ce que nous enseignent nos traditions africaines. Le masculinisme, la gérontocratie sont des appareils de capture et de neutralisation de ces énergies. Il faudrait s'y attaquer pour libérer ces énergies afin que nous nous donnions de nouveaux chemins d'espérance. Si on n'y arrive pas, évidemment, on n'y arrivera pas à relancer l'Afrique sur de nouveaux chemins d'espérance. D'autant plus que nous sommes au mois de mars, ce serait une gageure de ne pas penser aux femmes. Elles sont un peu la matrice ou bien les matrices des liens du vivre ensemble. Parce que vous parliez tout à l'heure de l'éducation et de la famille, David Diop. Oui, nous sommes tous issus d'une femme et nous sommes tous redevables de la vie à nos mères. Et donc, vraiment, le monde le monde est difficile pour beaucoup de femmes. Et en fait, un juste retour des choses voudrait que, eh bien, cette chose, ce déséquilibre-là soit gommé, effacé. Parce que souvent, les solutions viennent des femmes. Les solutions dans la vie quotidienne face à des difficultés extrêmes, elles viennent des femmes. Ce sont elles qui finalement maintiennent en vie ou en survie parfois dans des situations de crise toute la famille. Donc évidemment ce que je dis là c'est pas original mais il faut le rappeler quand même et témoigner aux femmes tout le respect qu'elles méritent. Et nous sommes au mois de mars. C'est la fin de cette émission. Achille Mbembe, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci également à David Diop d'être là. Merci à vous. Merci à la noblesse anodine. Je vais commencer par une femme, Ami Sarr, qui a été en première ligne pour la réalisation de cette émission. Merci également à cette noblesse anodine, Serine Saliudem, Augustin Manga, Mandan, Samba également. Cette noblesse qui est tout à fait en dehors des caméras, mais qui nous ont permis un peu, ces personnalités qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission pour continuer un peu de penser les ateliers de la pensée au musée des civilisations noires. C'est sur ITV. Bonne suite des programmes dans notre plateforme digitale.